l'une des solutions pratiquées pendant les années consistait à appliquer le droit choisi dans la mesure et la limite de son respect des principes de la charia, souvent définis par référence à l'Académie du fiqh islamique et aux normes et standards de l'AOFI. Mais nous savons, et ça a été déjà avancé par Dr Khouildi, que cette solution s'est avérée malheureusement inefficace dans la mesure où certaines juridictions refusent de limiter la compétence de leurs droits nationaux par référence à des normes qui leur sont étrangères, telles que les tribunaux anglais. Donc, la solution qui a été apportée par certains juristes et acceptée par les comités shara'i, et notamment celui de l'ADB, consistait à accorder la compétence entière au droit national applicable tel que le droit anglais, mais à insérer une clause par laquelle les deux parties, par exemple au cas où le tribunal accorde des pénalités de retard ou des intérêts de retard, chose qui est impermissible sur le plan islamique, les deux parties s'accordent au préalable au niveau du contrat à renoncer à cet intérêt, à cette pénalité de retard. Bon, malgré ces difficultés, heureusement, nous savons qu'il y a des tentatives de réforme, notamment au niveau de la région de l'Afrique de l'Ouest. Le HADA, la BCAO sont en train de préparer des textes qui permettront, on l'espère, l'intégration des concepts de la finance islamique, surtout en matière de ijara, leasing, et on tend, on l'espère, vers un cadre plus favorable à la finance islamique, surtout pour le leasing. Mais en attendant, ce qu'on doit faire en tant que juriste, bien étudier le droit des pays membres concernés, surtout pour la CIDI, on ignore ces droits. On doit essayer autant que possible d'adopter et d'utiliser des structures contractuelles et juridiques acceptables dans les pays concernés, c'est-à-dire acceptables, c'est-à-dire en moindre coût par rapport à la fiscalité surtout, et avec le minimum de problèmes juridiques et shara'i. Autre chose, on a besoin d'un certain niveau de souplesse au niveau, par exemple, de la terminologie contractuelle, c'est-à-dire ne pas essayer d'imposer le terme de wakala lorsque la wakala n'est pas reconnue ou risque d'être mal interprétée par le juge. Et pour moi, il n'y a pas de problème à utiliser le terme mandat. Mais l'essentiel, c'est de rester fidèle au fond du contrat de la wakala, au niveau du fond du contenu du contrat. Donc, passons à la deuxième partie de la présentation qui concerne le cadre contractuel. La première, le premier document qui contient les règles régissant les rapports contractuels, c'est bien sûr la convention de ligne de financement qui définit surtout les relations entre la CID et l'institution financière concernée. Ce qu'on retrouve au niveau de cette ligne de financement, des règles qu'on peut regrouper autour des axes suivants. L'éligibilité au programme des lignes de financement. L'éligibilité, elle concerne bien sûr l'institution financière. Il y aura des règles et des précisions concernant le statut et l'existence juridique de l'institution, l'existence d'activités effectives via des branches et des agences, 3 années d'exercice sans perte pour l'institution financière où c'est garant au maximum 1 année au fait de perte, qualité et liquidité des actifs, qualité du portefeuille d'investissement, bilan et rapport financier audité, le boycott d'Israël et de ses produits, l'éligibilité du client ou la société du projet ou lorsque l'institution financière est le client final, majorité des droits de vote détenus ou contrôlés par des citoyens d'un pays membre, secteur privé détenant au moins 51% du capital, on n'acceptera pas de financer une entité là où l'État ou les entreprises publiques détiennent plus de 49%. La conformité de l'activité principale
au principe de la charia. Finalement, un projet éligible, et là on parle de la conformité du projet au niveau de ses activités au principe de la charia. On retrouve aussi le boycott d'Israël et de ses produits, la nécessité de financer un projet qui a réellement un impact développemental au niveau du pays membre, qui doit être sponsorisé par une société de projet éligible, on revient au deuxième point, et une nuisance nulle ou limitée à l'environnement. L'un des points essentiels de la convention de ligne de financement tourne autour du rôle de mandataire de l'institution financière. Donc là, les principaux rôles de l'institution financière tournent autour de l'identification, la préparation, l'évaluation et la validation du projet et de ses clients. L'institution financière est en quelque sorte l'extension de l'ICD. Elle connaît le tissu industriel, les clients, l'environnement juridique institutionnel du pays. Donc on compte sur l'institution financière et on lui délègue ce rôle. Elle en assume par conséquent la responsabilité. Au niveau de l'établissement de la documentation, le suivi de l'exécution du projet et l'établissement de rapports tous les 3 mois, parfois tous les mois, selon le désir de la CIDI, la collecte et le recouvrement et le rapatriement des paiements dus à la CID, et une précision au niveau de la question de la garantie qui vient d'être évoquée. Au fait, en tant que mandataire, on ne peut pas demander à l'institution financière de fournir une garantie ou de garantir les fonds de la CIDI. Ce qu'on veut dire exactement, c'est que la banque agira au niveau de la garantie en tant que banquier du client final. C'est-à-dire, la garantie, elle est attribuée, accordée au client et pas à l'ICD. Le rôle de l'institution financière ou du mandataire se limite à collecter, disons, cette garantie et à veiller à ce qu'elle soit valable, exécutable et respectable dans l'État membre. Ceci étant dit, il n'est pas exclu que la banque, l'institution financière, accepte une garantie bancaire qui est présentée par le client et qu'il a obtenue auprès d'une autre banque. Bien sûr, nous préférons que ce soit la banque à laquelle l'institution financière à laquelle on a accordé la ligne de financement, simplement parce qu'on la connaît, c'est notre partenaire, on a conduit une due diligence et on est certain de sa capacité de gestion et d'analyse. On est rassuré que son évaluation de la garantie est acceptable. Confirmation continue de la validité du projet et de la solvabilité du client et de sa conformité aux conditions d'éligibilité. En fait, le respect des conditions d'éligibilité est une exigence permanente, elle doit être renouvelée et la banque doit toujours veiller à ce que ces conditions soient remplies. Troisième type de clause au niveau de la convention de financement, elle touche aux conditions financières d'utilisation de la ligne. Elle concerne le déblocage de la ligne, les plafonds pour les clients et projets selon la nature, PME, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises, la rémunération de l'institution financière qui a été discutée, la durée de la ligne qui est normalement un maximum de 10 ans, la monnaie de transaction, les modes de financement, parce que selon le droit applicable et selon la nature de l'institution, qu'elle soit conventionnelle ou islamique, là, la CIDI s'accordera avec l'institution sur les instruments utilisables auxquels l'institution pourra faire appel au niveau de l'utilisation de cette ligne de financement. Les sûretés et garanties acceptables, les procédures de marché,
On a des exigences concernant la compétitivité, l'éthique et la lutte contre la corruption. Le déblocage des fonds pour les projets, le remboursement, le paiement, les paiements au profit de la CID. Venons-en maintenant au contrat islamique dans le contexte de la loi, de la ligne de financement CID. Là, je passerai rapidement parce que l'essentiel de ces contrats a été présenté déjà par Dr. Khouildi et par mes collègues. Peut-être pour l'Ijara, qui n'a pas été mentionné au niveau des structures de financement dans la première présentation, elle a la particularité de réunir surtout 3 contrats. À la fois, il y a le contrat de leasing, il y a la wakala bien sûr, qu'on retrouve, mais aussi il y a la wakala de service ou ce qu'on appelle Service Agency Agreement. Et c'est un contrat très important dans la mesure où il permet à la banque ou à la CID de transférer les risques liés au bien qui est donné en bail. Parce que, le Dr. Khouildi l'a bien dit, celui qui a la propriété de la chose en détient les risques, on assume les risques et les charges. Mais réellement, la banque ou la CID, elle n'est pas en possession, en propriété de ce bien. Celui qui en jouit, qui en détient la propriété, c'est le client final. Et c'est pour cela que c'est justifié par le biais du service de l'investment, pardon, de wakala de service, Service Agency Agreement, de déléguer tout ce qui est relatif à l'entretien, les services relatifs au bien au client final et celui qui en assume la responsabilité. Bien sûr, les promesses de vente et d'achat qu'on retrouve aussi au niveau du leasing. Pour les structures, parce qu'il y a les contrats et il y a les montages contractuels, parce que lorsqu'on dit Murabaha comme structure de financement, dans la Murabaha, on va retrouver au fait 2-3 contrats. On va retrouver la wakala, le mandat, et on va trouver le contrat de Murabaha et on va trouver les promesses. Donc, on va nous limiter à 3 principales structures, la wakala, Murabaha ou two-step Murabaha. En fait, il peut y avoir des divergences ou des différences au niveau de la nomenclature selon le côté duquel on voit la transaction. Et puis la communauté Murabaha. Et je vous explique. Là, pour moi, c'est une wakala, parce que je regarde la relation entre la CID et l'institution financière. Là, le rôle de l'institution financière est celui d'un agent qui agit pour le compte et le profit de la CID. Donc, vous avez déjà vu ce schéma. Donc, on commence par le mandat donné pour ok, c'est la même présentation qui a été faite par Frère Salah. Et pour la two-step Murabaha, elle a été déjà présentée, donc je passe. Et on vient à l'instrument qui n'a pas été présenté, et qui est celui de la communauté Murabaha, qui a été discuté hier par Dr. Khouildi. Bon, il y a des questions qui tournent autour de la permissibilité de Tawarraq et communauté Murabaha, mais c'est approuvé par les comités charaïs et notamment celui de la BID. Et l'importance de cet instrument, c'est qu'il permet à la CID et à l'institution financière une meilleure utilisation de la ligne de financement, surtout au niveau
des délais d'utilisation de cette ligne. Parce que la communauté Murabaha a pour conséquence principale de fournir de la liquidité, de fournir de manière immédiate à l'institution financière une liquidité. Donc, l'exécution de la communauté Murabaha commence par le déclenchement de la Murabaha par l'institution financière qui notifie la CID de son désir de procéder à l'achat de marchandises. Suite à cela, la CID procède à l'achat des marchandises on the spot avec paiement et livraison immédiate auprès d'un vendeur de marchandises, c'est-à-dire auprès de ce qu'on appelle sur une bourse de marchandises, un broker. Troisième étape, la CID notifie à l'institution financière le résumé des conditions de la vente. L'institution financière confirme son intention d'acheter et puis la CID envoie à l'institution financière un avis d'acceptation. La CID accepte de vendre les marchandises à l'institution financière aux conditions déjà présentées. L'institution financière vend les marchandises on the spot avec paiement et livraison immédiat, ce qui lui permet d'accéder à la liquidité de manière immédiate. Et dernière étape, l'institution financière paye la CID en différé. Vous me dites en quoi cela constitue un mécanisme utile au niveau de la ligne de financement et contribuerait au financement des PME. En fait, ce qui se passe, c'est que une fois l'institution financière détecte, identifie des projets et des clients éligibles, comme on vient d'en discuter, l'institution financière